Maintenant, comment on finance? Comment on finance? J'avais déjà commencé un peu à amorcer. Pour moi, il y a deux grandes modalités de financement du secteur de la micro-entreprise non enregistrée. Leurs besoins en financement ne sont pas colossaux, très élevés. Et par conséquent, les outils bancaires habituels ne sont pas adaptés à leurs besoins. Tu vas auprès d'une banque, tu dis que tu veux 200 000 pour faire ceci, 500 000 pour machin. Tu n'as pas le temps à perdre. Parce que le temps qu'il va mettre même à te remplir tes papiers, tout ça, la machin, ça coûte même presque autant que ton crédit, là, donc il n'a pas le temps pour ça. Il y a deux types donc de mécanismes de financement. Il y a ce que j'appelle le mécanisme public, qui est ce que j'ai l'habitude d'appeler une ligne de crédit, c'est-à-dire en fait, on va appelons ça même fonds. Il y a un fonds spécial pour la micro-entreprise non identifiée ou non immatriculée. Ça devrait fonctionner comment? Ça devrait être un fonds qui recense et vraiment avec des niveaux de décentralisation. C'est-à-dire, ça ne doit pas être au niveau régional, ça doit être vraiment au niveau le plus bas, au niveau même de l'arrondissement. Et qui peut avoir dans des comités d'arrondissement avec des gens que l'on va identifier, soit parce qu'ils ont eu une vraie expérience dans le secteur, dans l'activité économique, soit parce que ça peut même être des retraités ou des choses comme ça, qui recueillent tous les projets ou les besoins de financement. Et on va sélectionner l'institution qui existe, l'institution de financement qui existe. Ça peut être une banque ou une microfinance qui existe, avec lesquelles il faudra donc que l'État établisse des partenariats. Va être le véhicule par lequel on va faire en sorte que l'argent parvienne à ceux dont les projets auront été identifiés. Parce qu'il y a aussi des projets qui ne sont pas très viables. Il faut quand même que quelqu'un jette un petit coup d'œil pour dire, bon, voilà, toi tu dis que toi aussi tu veux aller te débrouiller dans la friperie parce que tu as vu que l'autre ça va bien, mais tu veux vendre quoi? Maintenant il y a tellement de choses sur le marché. Est-ce que, voilà, en te lançant dedans, tu veux 50, tu veux 100 000, tu veux 500 000 pour acheter un ballot, tu veux... Bon, mais est-ce que tu vas t'en sortir avec ça? Les marges sont comment? Tu ne veux pas. Voilà. On va te dire ça, c'est des conseils, c'est pour dire, on peut même le dire en te réorientant, en disant telle autre chose marche bien. Mais si tu dis que non, mais 500 000, mais 1 million, mais 2 millions, même 20 millions là, c'est pour mener, parce que vu le rythme de mon activité maintenant, je suis en mesure de faire ça. Ou bien, j'ai même gagné un contrat. Pas forcément avec l'État, avec un particulier qui me permet justement de vous garantir que je vais avoir le retour sur investissement, je vais avoir des revenus. Je vous donne un exemple. Je connais un opérateur économique qui a construit une infrastructure de tourisme vraiment de grande envergure. Et ce que j'ai aimé dans sa démarche, c'est que alors qu'il aurait pu tout importer, il a identifié un certain nombre de choses dans les produits qu'il devait importer pour son installation, pour son hôtel ou son installation, et a demandé à des artisans camerounais de réaliser. Et certains de ces produits qui, à l'étranger, coûtaient peut-être 400 000 francs, ont été réalisés au Cameroun à 40 000 francs. Et ça, je ne veux pas seulement, on ne fait pas la publicité ni donner le nom des gens, je vous parle vraiment d'expérience. Et d'une qualité, même au moins égale ou supérieure à ce qu'on importait de l'étranger. Les Camerounais ont du talent, il y a des artisans. Vous allez vers les soudeurs, regardez, aujourd'hui, moi, il y a 30 ans environ, quand ce qu'on appelle le fer forgé, donc les grilles en fer forgé commençaient à apparaître, beaucoup de gens ne voyaient pas, et je disais, c'est l'avenir. Aujourd'hui, tout le monde met ça chez lui, sur les balcons, sur le machin et tout. Et les enfants se sont améliorés au fur et à mesure. Et alors que pendant longtemps, on pensait que c'est simplement les étrangers, les Européens qui pouvaient faire cela. Donc, si un enfant, donc un jeune gagne un tel marché, par exemple, un opérateur économique qui dit, bon, je vais faire un hôtel, je ne sais pas moi, les lampadaires du jardin, là, je vais vous confier la fabrication des lampadaires du jardin. Donc, il peut dire, moi, j'ai un besoin de financement. Généralement, la banque, il va avoir des difficultés parce qu'il n'a même pas le registre du commerce, il y a tellement de choses qu'il n'a pas. Or, ce microfinancement dont je viens de vous parler va pouvoir lui mettre à disposition 5-10 millions pour faire exécuter son marché. Et il pourra rembourser tranquillement avec une marge qui peut lui permettre de faire grandir ses affaires. Donc ça, c'est un premier créneau de financement, ligne de financement, avec des fonds publics. Et ça, vraiment, nous, on n'a aucune difficulté. Vous voyez, parfois, quand on parle de ça, je regarde ça et j'ai mal parce que trouver 100 milliards à mettre là-dedans, c'est rien du tout. Je vous assure, c'est rien du tout. Trouver 100 milliards à mettre, 200 milliards à mettre dans le créneau de financement de la micro-entreprise non enregistrée dans le secteur informel, c'est rien. À l'échelle du Cameroun, hein, pour un pays comme le Cameroun, c'est rien. Si je voulais vous présenter mon programme économique cet après-midi, je vous dirais où on trouve le financement, comment on les trouve. Donc je ne suis pas en train de parler en l'air. Donc on peut trouver et faire en sorte que cela irrigue l'économie. Parce que quand vous irriguez l'économie avec cela, vous évitez justement que les jeunes aient seulement envie d'aller faire l'aventure du désert. Ils se sentent utiles, ils se sentent valorisés, mais ils gagnent ensuite de l'argent. C'est-à-dire ils peuvent mettre je veux dire, un morceau de marabout ou de patate ou de bobolo dans l'assiette le soir. Ça compte.
Donc nous devons être en mesure de faire ça. Voilà le premier aspect du financement. L'autre et second aspect du financement, c'est le financement privé, mais toujours par les microfinances. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des microfinances, certains étant de type communautaire ou mutualiste. Par exemple, on parle du MUFID maintenant. Des MUFID sont des coopératives de financement. Ce sont les acteurs économiques, donc on va dire donc, du secteur informel, entre guillemets, qui généralement se mettent ensemble. C'est un peu, ça correspond à ce qui, d'ailleurs c'est même ça qui s'est transformé en MUFID, les anciens MC2. Parce que c'est une banque des populations. C'est des gens qui mettent 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Et ça leur donne suffisamment de moyens pour pouvoir financer tel projet. Donc ça aussi, il faut encourager parallèlement à la ligne de financement que l'État peut mettre en place. Voilà les deux aspects que je vois pour financer cela. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller mendier au niveau international pour demander, je ne rejette pas les bailleurs et je ne blâme personne, mais parfois nous allons, les pays africains vont se faire humilier pour, quand vous regardez le montant qu'ils reçoivent à la fin, vous dites, mais est-ce qu'on a besoin de ça? Alors que nous avons en fait de la ressource. En interne, nous pouvons mobiliser cet argent-là. Il y a tant de moyens, tant de mécanismes qui peuvent nous permettre de mobiliser cet argent. Voilà, j'ai mêlé en fait deux choses. Vous avez dû vous rendre compte que j'ai mêlé deux choses. L'aspect environnement de travail plus rapport avec l'administration et formation. Donc il me reste deux points. Je dirais simplement l'environnement du travail, encore une fois, que pour ce qui est notamment de l'activité économique marchande, je vous ai laissé entrevoir. Je mets beaucoup d'accent sur la réalisation des marchés, mais pas forcément dans le style et la forme qui se met en place aujourd'hui. Parce que le type de marché qu'on construit aujourd'hui, c'est bien, mais ça place aussi. Mais fait que chacun doit avoir un comptoir, vous voyez. Par exemple, si je prends le marché d'Etoudi, qui est vers chez moi là-bas, qui n'a jamais été achevé, mais vous verrez que les boutiques étaient cloisonnées comme ça, et chacun va avoir son hangar. Mais à côté de ça, vous avez d'autres types de marchés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont beaucoup plus conviviaux. Ce sont des marchés couverts, mais couvrant de très grands espaces. C'est-à-dire que vous pouvez faire un marché sur 2-3 hectares, mais couvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boutique cloisonnée. Donc c'est là-bas que vous trouvez dans le petit commerce la maman qui fait ses beignets, celui qui fait la nourriture de rue, celui qui, s'il y a un côté qui vend le tissu, il y a l'autre qui vend les bijoux, tout ça. Vous allez trouver sur un espace marchand comme celui-là, qui est en fait un espace extraordinaire de convivialité. Vous avez envie de déambuler dans le marché. Et quand vous êtes fatigué, vous arrêtez quelque part, vous marchez, vous mangez, vous buvez une bière, vous continuez, etc. C'est comme ça. Et c'est ce qu'il faut ajouter, par exemple, aux formules actuelles des marchés. Et à côté de cela, donc ça, il y a les marchés qui existent aujourd'hui, cette formule que je préconise, et une troisième formule, c'est les marchés internationaux. Le Cameroun est un pays carrefour. Le Cameroun est un grand pays producteur agricole, même si aujourd'hui nous ne produisons pas autant que nous pourrions le faire. Mais lorsque nous aurons atteint un rythme de croisière par rapport à nos objectifs de production, vous verrez qu'il y aura un vrai problème de structuration de l'évacuation, de la commercialisation des produits. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, à part pratiquement le marché Sandanga à Douala, vous n'avez pas un vrai et un autre grand marché international. Vous devez savoir que nous avons des frontières avec 6 pays. C'est rare, hein? Alors, il n'y a pas beaucoup de pays du continent qui ont des frontières avec 6 pays. Le Tchad, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Nigeria. 6 pays. Avec, on a terminé par le plus grand marché d'Afrique. Et notre voisin, c'est notre pays. Donc, nous devons organiser des marchés internationaux où les gens viennent, c'est-à-dire les gens viennent acheter le gros dans tous les domaines. Marché de gros dans tous les domaines. Domaine agricole, domaine, par exemple, quand nous allons mettre en place toute la filière coton, où notre coton ne va plus sortir brut, on va faire le tissu, on va tisser, faire le tissu ici, là, faire la confection. Oui, parce que dans notre programme, quand vous verrez, il y aura un bassin industriel du coton dans la partie septentrionale du pays. Ce n'est même pas normal qu'on produise le coton dans l'extrême nord et le nord, et on vient dire qu'on cherche à Sikam. On cherche quoi avec Sikam? On va mettre, bon, ok, on ne touche pas Sikam, mais nous, on va créer l'usine qui fabrique le tissu là-bas. Là, il y aura donc une filière industrielle. Oui, et donc, vous allez donc, c'est les marchés où vous allez pouvoir, effectivement, commercialiser cette chose-là, en gros. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays comme le nôtre, qui effectivement a l'avantage de produire le coton, qui a la ressource humaine que nous connaissons, qui en plus est une grande nation de football, est-ce que vous savez que, pour c'est ce que j'ai lu, sauf si je me trompe, mais je prends le risque de croire que les articles que j'ai lus qui étaient de bonnes sources ne mentent pas, mais pour la Coupe du Monde de 2026, je crois, 2026, le Bénin fait partie des pays où la FIFA passe la commande des maillots. Ah ben voilà. Parce qu'ils ont structuré leur filière cotonnière jusqu'à la transformation, jusqu'à la production de machins et tout.
Alors, donc, il faut que nous nous réveillions, qu'on ouvre un peu les yeux. Donc, moi, voilà et je dis, il faut que les acteurs du secteur dit informel ne soient pas perçus par les autorités comme des adversaires, par les communes, par les régions ou par quoi, comme des adversaires, c'est-à-dire qu'on les pourchasse et tout. Ça doit être la collaboration. Parce qu'ils participent non seulement à l'économie, mais à la vitalité de la ville. Mais bien sûr, si je ne vous disais pas ce que je vais vous dire maintenant, c'est que je ne serais pas honnête avec moi-même. Nous devons aussi reconnaître qu'il y a des acteurs qui ne respectent pas, qui ne respectent rien. Et ce n'est pas en l'honneur de notre pays. Parce que quand les étrangers viennent ici et voient que nous vendons à même le sol, sur la chaussée, ça n'est pas une bonne image que nous donnons de nous-mêmes. Donc nous devons travailler pour que cela ne se fasse plus, pour qu'il y ait des endroits où on peut faire ça, pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y ait des manières dont on expose même la marchandise des mamans. Je vous dis que si vous faites un marché de... Vous savez, dans tout Yaoundé, le marché des vivres, le marché où vous pouvez trouver des vivres de qualité toute la semaine, en dehors du marché de Mfundi, c'est le petit marché qui est vers le haut, là, vers la chambre de commerce. D'agriculture, pardon, vers la chambre d'agriculture. Voilà. Mais vous pouvez en faire comme ça 10 dans Yaoundé. Pourquoi ça doit être à un seul endroit? Vous pouvez, chaque arrondissement de Yaoundé peut en faire un comme ça. Ça fait que nos mamans ne sont pas obligées d'aller vendre dans la boue. Parce que encore sur le sol, en saison, ça ne même passe encore, mais en saison de pluie, regardez vous-même. Nous-mêmes, on achète quoi comme ça? Donc voilà. Donc il faut bon, vous arrivez, les mamans vendent à côté des poubelles, les mouches, entre les mouches et les rats et les souris, on se débrouille comme ça, on va faire comme ça jusqu'à quand? C'est notre pays. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Donc moi je dis, nous pouvons avoir, parce que ça ne demande pas énormément d'espace. Je crois que chaque mairie peut trouver 5000 mètres carrés, 1 hectare, pour faire des marchés, non pas pour construire des petites boutiques où l'on saucissonne pour donner aux gens pour venir prendre les tickets, non. Concevez des espaces qui permettent justement à toute cette vitalité de s'exprimer et à la mairie de gagner de l'argent. Vous voyez? Moi je dis, il y a des pays, quand vous arrivez, je vous assure, les gens disent, ah, on va aller découvrir, tu veux manger telle chose, et ils t'embarquent. Et vous allez dans le type de marché dont je viens de vous parler tout à l'heure, vous passez des grillades, c'est-à-dire donc comme les soya, comme les... Moi, si vous prenez le Brésil ou l'Argentine, chez eux c'est les saucissons, parce que c'est des gros éleveurs pas de porc certainement, mais de bœuf. Donc vous mangez les saucisses, puis vous allez manger des plats typiquement brésiliens, puis vous voyez, vous faites le tour. Et vous êtes content, c'est en même temps le tourisme, vous découvrez la ville. Nous devons concevoir notre espace comme ça. Maintenant, le dernier point, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, dans le rapport entre les acteurs de ce secteur et les autorités publiques, qu'elles soient étatiques ou des collectivités territoriales décentralisées, ne doivent pas être conflictuelles. Ils ne doivent pas se regarder en chien de faïence ou en ennemi. On doit organiser l'espace. L'espace urbain est un espace organisé et chacun doit pouvoir y trouver sa place et jouer pleinement son rôle. La protection, c'est mon dernier point, la protection sociale. Je pense qu'il est temps que l'on cesse de considérer que l'on doit à la protection, et notamment à l'assurance maladie universelle, que ceux qui sont dans l'administration ou qui sont dans le secteur privé, on va dire formel, avec des fiches de salaire ou pas. Chaque Camerounais qui travaille, tout Camerounais qui travaille, quelle que soit son activité, doit pouvoir accéder à la santé, aux soins de santé. Dans aucun système au monde sérieux, les patients n'auront jamais assez de moyens pour payer leurs soins de santé. Ça n'existe pas. Il faut une couverture étatique. Et quand on dit une couverture étatique, les gens croient toujours que c'est l'argent de l'État qui met plein d'argent. Non, c'est que chacun de nous cotise. Et l'effort contributif est fonction de votre activité. Si vous devez mettre 100 francs, vous mettez 100 francs. Si vous devez mettre 500 francs, vous mettez 500 francs. Si vous devez mettre 1 million, vous mettez. Mais chacun doit contribuer. Parce que c'est cette caisse-là qui va permettre ensuite, en balançant, de supporter l'accès aux soins de santé de base pour tous les Camerounais. Pour moi, ça, c'est un élément fondamental de protection. L'assurance maladie universelle. C'est-à-dire que pour que le système de santé marche bien dans un pays, je parle, il y a des médecins ici, il ne faut pas seulement que l'offre médicale soit, c'est-à-dire qu'on construise de beaux hôpitaux. Mais si on construit un bon hôpital et tu ne peux pas aller à l'hôpital, ça sert à quoi? Or, aller à l'hôpital, ce n'est pas aller dans les gosses, c'est-à-dire qu'on te prodigue des soins de santé. Or, pour qu'on te prodigue des soins de santé, il faut que tu payes. Il faut le billet de session ou consultation, c'était 600 francs. Je ne sais même plus si c'est toujours 600 francs. Après, machin et tout. Non, tout ça là doit être supporté. C'est pour ça que nous voulions d'ailleurs même un identifiant unique pour tous les citoyens camerounais. C'est-à-dire, lorsque tu as ton identifiant, ta carte, quand tu vas à l'hôpital, tu présentes seulement ça, on te fait les soins. Maintenant, lorsque nous avons toujours dit, lorsque effectivement il s'agit, par exemple, des problèmes de santé, beaucoup plus compliqués, évidemment, l'assurance maladie universelle ne peut pas prendre cela en charge pour tout le monde parce que sinon la caisse va bugger, comme on dit, il n'y aura pas assez d'argent pour tout le monde. C'est pour cela qu'on préconise toujours qu'à côté, si quelqu'un peut, qu'il fasse ce qu'on appelle, oui, qu'il souscrive à une mutuelle,
qui souscrive à une mutuelle de santé, qui va lui permettre, ce qu'on appelle aussi dans certains pays des complémentaires santé. Tu vas souscrire à une mutuelle qui va te permettre, donc c'est comme une sorte d'assurance, qui va venir à la rescousse pour faire compléter ce que l'État ou la collectivité déjà t'offre comme possibilité de soins. C'est ce que nous devons faire. Et ça touche tout le monde. C'est-à-dire que la maman qui grille son maïs, elle doit savoir que si j'arrive même à dégager 500 francs, il y a 100 francs, que ce soit hebdomadaire ou mensuel, peu importe, les spécialistes vont nous faire les études qu'il faut pour déterminer le montant et la périodicité, doivent faire cette contribution-là. Après, quand je vais à l'hôpital, quelqu'un ne va pas commencer à me raconter, demander est-ce que tu as amené ceci, est-ce que tu as... même pour faire une injection, on te dit qu'il faut aller acheter les seringues. Non, tout ça là, on doit sortir de ça. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle la protection sociale dans le domaine de la santé. Maintenant, la protection sociale dans le domaine de... J'ai travaillé. Je connais certains jeunes qui sont entrés, par exemple, dans le secteur des mototaxis. J'ai toujours dit aux jeunes, ça ne peut pas être votre vie. La moto-taxi, ce n'est pas une vie. Tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Parce qu'après un temps, tu es fatigué. Tu commences à prendre de l'âge. Toi-même, les secousses, là, ça rentre dans ta colonne vertébrale quand tu entres dans un trou avec ça. Donc, à un moment donné, tu dois laisser. Et d'ailleurs, la plupart des jeunes qui y vont, en réalité, en attendant, ils se cherchent. Mais il va commencer. Mais on s'est rendu compte qu'il y en a qui sont dedans depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Finalement, sa vie est là-dedans. Pourtant, il est même très bien diplômé. Alors, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un comme ça? Il faut donc, lui, il va cesser de conduire la moto-taxi. Et il n'aura plus de revenus du tout. Puisque, comment dirais-je, ses ressources, ses revenus sont totalement dépendantes de sa forme physique. S'il ne peut pas conduire la moto, c'est fini, il n'a rien. Et ça, c'est grave. Donc, si nous voulons assurer une protection minimum à ces personnes-là, il faut qu'elles contribuent pendant qu'elles sont encore en activité et en bonne forme. Dans les pays développés, on dit, c'est quand vous êtes jeune là qu'il faut préparer la vieillesse, par la contribution justement à la caisse. Bon, ici on appelle des caisses de sécurité sociale, ici chez nous on appelle CNPS et tout, c'est la même chose. Il faut. Et les gens croient, c'est parce qu'on n'explique pas suffisamment aux gens. Parce que quand on dit, tu mets 1000 francs, tu vois, oh mon argent, machin, mais c'est ton argent, c'est pas l'argent de quelqu'un. Ça ne disparaît pas, c'est ton argent. Tu dois avoir un carnet ou quelque chose dans lequel c'est marqué. Et le jour où tu as besoin de cela, personne ne doit, comment dirais-je, lui signer, mettre le moindre retard avant de te le payer. Mais à ce moment-là, même si ce n'est pas des sommes folles, tu sais que je peux compter au moins sur 50 000 francs chaque mois. Alors que si tu n'avais pas fait cet effort contributif au départ, tu n'aurais rien. Tu serais à la maison tombé, paralysé, tu attends si un enfant peut venir ou machin. Alors tu as au moins tes 50 ou 100 000 francs. Tu peux avoir ça et avant de commencer à chercher si tu trouves autre chose, mais tu es au moins assuré de cela. Et je pense que nous devons y réfléchir aussi pour le secteur d'activité en question. C'est-à-dire pour la micro-entreprise non enregistrée ou non identifiée. Voilà ce que, globalement, je voulais vous proposer comme propos introductif. Je voudrais que vous vous sentiez totalement libre, c'est vraiment participatif, c'est-à-dire de poser les questions ou de contribuer, de parler de votre propre expérience. En tout cas, ceux qui ont préparé la rencontre de cet après-midi savent quel est le format qu'ils ont choisi. Je voudrais juste, pour terminer, dire que sachez que vous êtes vraiment au cœur de nos préoccupations. Et non pas simplement par humanisme, mais parce que vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous représentez un pan important de l'économie camerounaise. La question doit être toujours comment créer le meilleur environnement pour que vous exerciez vos activités et puisse vous en sortir. Et puisse prendre en charge vos familles correctement, dignement. Dignement. La dignité est importante. La question de dignité est extrêmement importante. Je disais un jour, lors d'une campagne, je disais aux citoyens camerounais, aux électeurs, je disais, mais pensez à votre dignité. Il faut pas, moi, j'arrivais, on me demandait, oh, on veut une bière. J'ai dit non, est-ce que vous avez vu un camion de brasserie ou des choses derrière moi? Je n'ai pas, je ne marche pas avec ça. Moi, je suis en train de venir pour qu'ensemble, pour vous montrer comment ensemble on peut vous améliorer. Que lorsque vous aurez envie de boire votre bière, vous l'achetiez et vous la buviez dignement, fièrement. Et que ce ne soit pas une bière qu'on vous donne. Oui. Et voilà. Et que ce ne soit pas une bière qu'on vient vous jeter comme ça qui détermine votre décision. Soyez dignes. Vous êtes des citoyens camerounais. Et c'est ce que je voudrais que l'on fasse ensemble demain. Toutes les idées que j'ai mises sur la table, c'est ça que je voudrais qu'on creuse, qu'on améliore, qu'on affine pour que demain ce soit mis en place. Ce sont des choses qu'on peut mettre en place rapidement. Ça n'a pas besoin d'années. Ça ne prendra pas des années pour mettre en place là. Et je crois que les gens pourront voir les transformations eux-mêmes. Au bout de 12 mois, au bout de 18 mois, ils verront qu'on est vraiment en train de sortir d'une période ou d'une époque pour entrer dans une autre. Je terminerai donc en disant que je vous ai toujours dit, je ne trahirai jamais les Camerounais. Jamais. Et je vous dis, et je peux vous dire, et je le répète, vous pouvez compter sur moi. J'espère seulement que je peux compter sur vous, mais vous pouvez compter sur moi. Je n'ai pas,
Je n'ai pas d'autre agenda. Et en toute humilité, la seule chose que je demande au bon Dieu, c'est de me mettre au service de mon pays pendant quelques années avant de quitter cette terre. Je n'ai pas d'autre agenda. J'en ai pas d'autre. C'est tout. Nos amis du secteur des Bensikine, des transporteurs, ont un rôle également extrêmement important à jouer. Je ne veux pas m'immiscer dans leurs activités. Mais, encore une fois, j'ai parlé de cela lors de ma rencontre avec les jeunes entreprises du secteur de la technologie. L'idée, c'est que ça ne reste pas un moyen de transport permanent au Cameroun. Non pas qu'on va éliminer les Bensikine, mais qu'on va réorganiser le transport urbain au Cameroun pour que ce soit complémentaire avec d'autres modes de transport. Je m'explique. Dans une ville comme Yaoundé et Douala, et les grandes villes, les grandes métropoles régionales, que ce soit Garoua, Bafoussa, Maroua, Bamenda et tout ça, il y a des périmètres où le transport public habituel, traditionnel, doit fonctionner correctement. Et je disais pour moi, comme message à nos jeunes frères, nos enfants du secteur du transport Bensikine, que pour moi, ça dépend d'eux. Si on devait, quand on mettra en place des systèmes de transport urbain organisés, que ce soit en bus, que ce soit en tramway, que ce soit en taxi, que ce soit en bus ou en tramway, je parle de transport commun. Les taxis existent déjà, donc il n'y a pas de souci avec eux. Mais je parle de transport collectif commun. Parce que, en fait, la fluidité de la circulation dans une ville, c'est aussi fonction de la qualité du transport commun. Quand plus vous avez de voitures et moins de transport en commun, plus vous avez des bouchons. Parce que chacun prend sa voiture. Mais si vous avez une ligne de bus, comme on avait à l'époque la Sotuc, si vous avez une ligne Passons même métro. Si Abidjan fait le métro, pourquoi le Cameroun ne peut pas faire le métro? À Yaoundé, on peut faire le métro. Le relief même en plus s'y prête facilement. Donc, si vous avez 50, 100 personnes qui prennent le métro, c'est autant de personnes qui ne prennent pas leur voiture. Donc ça fluidifie la circulation dans la ville. Et je disais donc que lorsqu'on va réorganiser le transport en commun, notamment en milieu urbain au Cameroun, moi j'aimerais que la priorité dans la sélection, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a aucune obligation, veulent se reconvertir, devra être dans le milieu des Bensikine. C'est-à-dire, vous conduisiez la moto. Si nous disons que dans le périmètre central de Yaoundé, il n'y aura plus de Bensikine. Donc vous allez prendre le relais en périphérie. Parce que si vous avez une ligne de métro, ou une ligne de tramway, ou une ligne de bus, qui va, le terminus est à Ifoulan, peut-être, je ne sais pas moi, on peut aller encore plus loin qu'Ifoulan, à n'importe quel, même jusqu'à Barrière, comme on dit, c'est-à-dire à Ala, là-bas. Le terminus est là-bas. Donc à partir de là, ce sont les motos qui reprennent, parce que nous savons tous que ce transport-là ne va pas entrer dans les quartiers. Donc ça ne veut pas dire qu'on élimine le Bensikine. Ça veut dire simplement que le Bensikine se réajuste et se raccorde et s'articule à un réseau de transport urbain pour faciliter le transport. Donc ça, ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir, dont il faut débattre demain, mais il faut que nous travaillions toujours avec l'esprit que demain, il faut que notre pays soit à la pointe parmi les pays qui comptent au Cameroun, que nos villes soient exemplaires, les villes les plus modernes et les plus pauvres au Cameroun. Et c'est pour cela que je vous ai dit, mes chers amis, j'espère que en ce mois-ci, l'année prochaine, nous serons déjà au travail. Parce que mon plus grand souhait, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a des ordures partout dans tout le Cameroun aujourd'hui, je l'ai dit depuis 2018, que le premier acte en termes d'aménagement de l'espace de vie commun sera de demander à tous les Camerounais qu'on se retrousse les manches pour faire la propreté dans nos villes. On arrive, il faut qu'on tourne la page, il faut que chacun sente que quelque chose a changé. Sa maison là, ce n'est plus la tristesse que je vois sur les murs là, c'est fini, on peint. On va mettre la peinture partout, même s'il n'y a pas la peinture, on met la chaux. Ça doit être propre partout. On nettoie, on cuit, on transporte. Il faut qu'on prenne un nouveau départ. Donc je compte sur vous. Merci. Merci.